Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone Renews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmin Karakelian. Que devient une culture lorsque son peuple est chassé de sa terre? C'est la question qui hante aujourd'hui la communauté artistique de l'Artsakh. Après le déplacement forcé, maintenir une présence, une voix relève du défi quotidien. L'ancienne ministre de la Culture, Narine Aghabalian, le confirme avec douleur. Beaucoup de collectifs se sont éteints, faute de moyens les plus élémentaires. Pourtant, la musique n'a pas dit son dernier mot, tel un symbole de résilience. L'orchestre de jazz d'État de l'Artsakh a pu poursuivre ses activités grâce à l'intervention du virtuose Narek Hakhnazarian. Mais derrière ce succès, combien d'autres initiatives se sont tues? C'est tout l'enjeu aujourd'hui, préserver ce qui existe encore et donner un avenir aux nouveaux projets pour que la culture de l'Artsakh continue de vivre. C'est un combat pour la survie. La culture de l'Artsakh, part intégrante du patrimoine arménien, fait face à des défis sans précédent depuis le déplacement forcé de 2023. Après avoir perdu sa terre historique, sa communauté se bat désormais en Arménie pour préserver son identité unique, son art et son héritage. Pour coordonner les efforts, le Centre pour la préservation de la culture de l'Artsakh a été créé, tentant de fédérer l'ensemble des groupes créatifs et des artistes. Mais l'initiative a tourné court. Faute de vision et de soutien de l'État, comme le déplore l'ancienne ministre de la Culture de l'Artsakh, Narine Aghabalian. C'est une immense douleur, car nos artistes, nos ensembles créatifs, n'étaient pas de simples artistes, de simples collectifs. Ils étaient les ambassadeurs de la culture de l'Artsakh, les chroniqueurs de notre histoire et les porteurs de notre héritage. Pourtant, malgré le manque de soutien au niveau de l'État, la culture de l'Artsakh survit, portée par des initiatives privées et des individus dévoués. L'orchestre de chambre de l'Artsakh, par exemple, poursuit ses activités grâce au soutien de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB. J'espère qu'à l'avenir, il sera plus fidèle à son nom et que nos jeunes musiciens talentueux pourront y être intégrés. Grâce aux efforts du fonds pan arménien Ayastan, l'ensemble de danse d'État de l'Artsakh a également pu être préservé. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils peuvent mener leurs activités grâce à la Fondation. Ils se produisent en concert, partent en tournée et présentent la culture de l'Artsakh. Nous avons aussi quelques centres de création qui tentent, d'une manière ou d'une autre, de préserver l'héritage qu'ils ont apporté avec eux. Une autre initiative clé est menée par l'agence de développement Nous sommes nos montagnes. Avec le soutien de la Fondation Gulbenkian, une plateforme électronique est en cours de création pour numériser le patrimoine culturel immatériel de l'Artsakh. Ce ne sera pas une simple plateforme de conservation, mais un environnement culturel vivant qui assurera la vitalité du patrimoine immatériel de l'Artsakh et lui donnera un nouveau souffle. L'organisation a également rejoint le projet Né en Artsakh, qui vise notamment à assurer une formation musicale sur 5 ans pour les jeunes talents. Pourtant, ces succès ne doivent pas masquer une réalité plus sombre. La plupart des ensembles culturels, comme les chorales, n'ont pas pu se reformer. Beaucoup se sont dispersés. Sur les 1400 professionnels du secteur culturel déplacés d'Artsakh, seuls 90 ont trouvé un emploi en Arménie. 250 ont émigré. Narine Aghabalian en est convaincue. L'État doit considérer la préservation de la communauté de l'Artsakh et de sa culture comme une priorité stratégique. Un coup de théâtre judiciaire en Arménie. 27 ans après les faits, l'un des meurtres les plus retentissants de l'histoire de l'Arménie vient d'être élucidé. Le comité d'enquête a annoncé avoir résolu l'assassinat de l'ancienne vice-ministre de la Défense, Varham Khorkhoruni, abattu il y a près de 3 décennies. Un suspect désigné par les initiales SA a été arrêté. C'est une avancée qualifiée de sans précédent par les forces de l'ordre et qui pourrait n'être qu'un début. Le chef de comité a en effet ordonné la réouverture d'autres cold cases, d'autres affaires de meurtres à fort retentissement qui ont marqué le pays. Le vice-premier ministre arménien Maher Grikoyan a reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Arménie, Mehdi Sobhani. Selon le gouvernement, les 2 hommes ont discuté des récents développements régionaux. Ils ont souligné la nécessité d'instaurer une paix et une stabilité durable dans leur région et ont échangé sur les perspectives de déblocage des communications.
C'est un boycott qui en dit long sur l'état des relations entre Bakou et Moscou. Le premier vice-premier ministre azerbaïdjanais a annulé sa venue à un sommet économique de la communauté des États indépendants en Russie, une décision justifiée par un conflit qui s'envenime. En toile de fond, les accusations concernant l'avion d'Azal, abattu fin 2024 par un système russe, et les récentes opérations de police contre la communauté azerbaïdjanaise. C'est un message clair envoyé au Kremlin pour dénoncer ce que Bakou qualifie de manque de volonté de la Russie pour résoudre des dossiers brûlants. Le panorama international du jour. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a appelé le pays européen à cesser leurs menaces contre Téhéran, y compris les avertissements concernant le rétablissement des sanctions de l'ONU. Pendant ce temps, le président ukrainien Zelensky annonce un méga accord d'échange d'armes avec les États-Unis. Simultanément, Zelensky a changé son ancien ministre de la Défense, désormais secrétaire du Conseil de sécurité, d'accélérer la préparation des pourparlers de paix avec la Russie à Istanbul. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la délégation russe était prête à se rendre à Istanbul pour un troisième round de négociations, mais que Kiev n'avait pas encore fixé de date. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié la déclaration de Zelensky de signal positif. Voici les autres événements marquants de l'actualité internationale en bref. Les combats ont repris dans la province d'Al-Soueda en Syrie entre les communautés druzes et bédouines. Une trêve annoncée mercredi n'aura tenu que quelques heures. Les forces gouvernementales syriennes se préparent à se redéployer dans cette province majoritairement druze. Israël annonce l'envoi d'une aide humanitaire tout en démentant de nouvelles frappes nocturnes. Par ailleurs, des missiles israéliens auraient frappé un convoi de combattants bédouins sur l'axe Palmyre-Homs. Une frappe israélienne sur la seule église catholique de Gaza a provoqué la mort de 3 personnes et fait plusieurs blessés, dont le curé de la paroisse. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a reconnu une erreur et annoncé l'ouverture d'une enquête. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a condamné cet acte, jugeant les attaques contre les civils inacceptables. Le pape Léon XIV a appelé à une trêve immédiate à Gaza. L'Union européenne a adopté un nouveau paquet de sanctions contre la Russie visant à affaiblir la capacité militaire du Kremlin et à le contraindre à un cessez-le-feu en Ukraine. Le paquet adopté aujourd'hui à Bruxelles interdit les transactions avec 22 banques russes et le fonds russe d'investissement direct. Il gèle également l'utilisation future du gazoduc Nord Stream, actuellement à l'arrêt mais que Moscou espère réactiver. Face aux incertitudes sur les livraisons d'armes occidentales, l'Ukraine mise sur sa propre production. L'objectif, annoncé par le président Zelensky, est ambitieux, couvrir 50% des besoins militaires du pays d'ici 6 mois. Actuellement, la production nationale représente environ 40% de l'arsenal utilisé sur le front. Le pays a par ailleurs lancé une invitation originale. Il propose aux entreprises étrangères de tester leurs nouvelles armes sur le champ de bataille contre les forces russes. L'Europe brûle. En 2025, les incendies ont déjà ravagé près de 232 000 hectares sur le continent, une superficie équivalente à celle du Luxembourg. C'est 120% de plus que la moyenne à long terme. Vagues de chaleur et sécheresse ont alimenté des brasiers qui ont forcé de dizaines de milliers d'évacuations, de la Turquie à la Catalogne en passant par la Crète et la région de Marseille. La Roumanie est l'un des pays le plus touchés avec 123 000 hectares partis en fumée. Un incendie spectaculaire a ravagé ce matin le marché Shanghai, à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le feu s'est propagé très rapidement et a entièrement consumé le marché. Près de 200 pompiers ont été mobilisés, aucune victime n'est à déplorer. Fait notable, selon les services d'urgence, ce ne sont pas les propriétaires qui ont donné l'alerte, mais les pompiers eux-mêmes. Comment un homme peut-il incarner à la fois le cœur battant de Paris et l'âme éternelle de l'Arménie? Charles Aznavour a passé sa vie à répondre à cette question, à tisser ce lien indéfectible entre ces deux mondes. Aujourd'hui, ce lien s'est matérialisé en plein cœur d'Erevan avec l'inauguration d'une statue qui est bien plus qu'un hommage. C'est un acte politique et poétique, un pont de mémoire qui relie désormais les deux capitales. Certains jours, le journalisme vous offre 2 cadeaux. Aujourd'hui, on assisté au retour symbolique de Charles Aznavour au cœur de sa patrie d'origine, voir l'émotion de son fils, entendre la gratitude de ceux qui l'ont tant aimé, c'était un moment suspendu dans le temps. La nouvelle statue d'Aznavour à Yerevan n'est pas une simple sculpture, c'est une promesse tenue, celle d'une présence qui ne s'éteindra jamais. Voici ce que j'ai vu et ressenti. La bohème,
ça voulait dire on est heureux. Ici, ce n'est pas Montmartre, mais dans ce coin du cœur de la capitale arménienne, il y avait notre bohème à nous, les artistes, les rêveurs, des âmes libres, de Yervant Kochar à Levon Nersissyan, passés en éclat ou en silence, et la vie vibrait tout à fait autrement. Aujourd'hui, la bohème revient, mais pas seulement une statue, mais une présence, un souffle, une vie d'amour, un lien entre Paris et Yerevan, entre mémoire et rêve. Charles Aznavour est là, plus proche que jamais et toujours vivant. C'est un retour éternel sur sa terre d'origine. Désormais, Charles Aznavour est là, au milieu des siens, entouré par ce public chaleureux qui fut le sien. Le voici avec son geste si caractéristique, son légendaire mouchoir blanc à la main. Combien durant ses concerts ont rêvé de l'attraper au vol? Samuel Gasparian est l'un d'eux. Plus qu'un simple admirateur, c'est lui qui a traduit ses livres et ses chansons, faisant connaître en Arménie la philosophie de l'homme derrière l'artiste. Aznavour est venu en Arménie. Il est venu à Ereven. Désormais, je ne me sens plus seul. Quand j'aurai besoin de lui, je viendrai ici pour le voir. Nous, les Arméniens, nous avons une dette envers Aznavour. Et ceci n'en est qu'une partie. L'autre partie, c'est de rebaptiser notre aéroport Zvartnots à son nom et de prendre enfin soin de sa maison-musée. L'œuvre est signée David Minassian, sculpteur de renom à qui l'on doit déjà plusieurs monuments emblématiques d'Erevan. Pour le fils cadet du chansonnier Nicolas Aznavour et sa famille, présent dans ce jour historique, c'est un nouveau foyer qui s'ouvre dans ce coin d'Erevan. Nicolas, quelles sont vos émotions? Je suis très ému et j'aime beaucoup ce travail et je remercie tout le monde pour... Avez-vous apprécié le travail? Énormément, oui. Je trouve que c'est très léger, avec beaucoup de talent et un très bel hommage. Sur scène, il a rappelé qu'il y a un an, un jardin Charles Aznavour a été inauguré en bas des Champs-Élysées à Paris. La mère Anne Hidalgo a promis qu'une autre statue y trouverait sa place, créant un lien puissant entre la France et l'Arménie. J'espère que ces deux lieux, à Yerevan et à Paris, formeront le trait d'union entre la France et l'Arménie, ce puissant lien d'amitié que mon père n'a cessé d'incarner tout au long de sa vie. Un buste accueillit déjà les passants à Paris près de son foyer d'enfance, sur la place Odéon. Un autre réchauffe le cœur des habitants de Gyumri depuis les années 2000, symbole de leur gratitude infinie envers celui qui leur a apporté lumière et espoir après le terrible séisme de 1988. C'est la première fois de ma vie que je dois me déshabiller devant le peuple. Aujourd'hui, le grand Charles observait la cérémonie depuis le ciel. Et qui sait, peut-être glissait-il avec son humour si caractéristique. Et voilà, je me déshabille encore une fois. Hasmi Karakelian, Levon Voskanian, Reopen Media. Aznavour est là, immortalisé dans la pierre, mais surtout vivant dans nos mémoires. Son véritable héritage, c'est ce pont qu'il a bâti entre deux mondes. Un pont fait de poésie, de courage et d'amour éternel. Il n'y a pas de plus belle façon de conclure ce journal qu'en le laissant nous guider. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous en sa compagnie. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 18 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous souhaite un très bon week-end.